Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de venir à cette première conférence de l'année 2023 du groupe Provence de la 3AF. Merci aussi au musée de l'aviation de Saint-Victoré, comme toujours, d'être fidèle à nos conférences et de nous accueillir une fois de plus pour cette première conférence de l'année. Nous avons eu déjà 2 activités cette année qui étaient des visites de la base aérienne d'Istres. Et là, nous commençons avec notre première conférence. Et le premier conférencier que nous accueillons, le premier conférencier que nous accueillons, Marc Jouan. Marc Jouan, qui est un ingénieur qui a passé toute sa carrière chez Eurocopter et Airbus Helicopters. Il a terminé sa carrière comme directeur marketing du segment militaire avant une longue carrière en Australie pour gérer le programme Tigre. Et donc, il va nous donner ce soir une conférence sur les hélicoptères et particulièrement les hélicoptères de reconnaissance armée. Donc, c'est un marché qui se développe énormément, d'accord, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et donc, il va nous donner un aperçu de tout ce marché-là. Voilà, bonne conférence à tous. Marc, à toi. Merci. Donc voilà, alors effectivement, l'ARH, l'appareil de reconnaissance armée, ou en anglais Armed Reconnaissance Hélicoptère, est quelque chose de relativement nouveau sur les marchés. C'est une bonne dizaine d'années. Et on va voir un petit peu l'historique et le besoin opérationnel qui s'y rattache. Et on va également voir... Ça y est, ouais. Non, ça fonctionne. Allô ? On va également voir les contraintes qui sont liées à l'intégration de l'armement sur les hélicoptères. Un instant, voilà, on a quelques petits soucis techniques. Donc, un peu d'introduction sur l'histoire des appareils armés. Le besoin opérationnel, tel qu'on le connaît plutôt dans l'OTAN. Même dans le monde, on a vraiment 2 grandes familles qui sont l'OTAN et puis les Russes et les Chinois éventuellement. Qu'est-ce que l'armement? Il y aura quelques vidéos pour vous illustrer, puis j'ai amené ici quelques matériels pour vous montrer les différents calibres, pour fixer un peu les idées. Et surtout les contraintes d'intégration sur hélicoptère, ainsi que les effets de l'armement sur le besoin opérationnel, et puis la solution, puisqu'on est plutôt d'Airbus Hélicoptère, les solutions qui ont été adoptées chez Airbus Hélicoptère. Alors tout d'abord, l'histoire, c'est ce qu'on voit ici. Donc on a une histoire assez riche dans notre famille aérospatiale à l'origine, ou Sud Aviation, puisque les Français ont été les premiers à intégrer de l'armement sur hélicoptère. On voit les exemples ici avec le S-58, il y a un hélicoptère qui est en bas mais qui n'est pas équipé, l'Alouette 2 et l'Alouette 3 avec des missiles SS-11, des roquettes ici et puis peut-être d'autres missiles sur le S-58. Ensuite, on a développé la Gazelle, et qui est encore en opération, plus pour très longtemps, mais qui est toujours en opération dans l'armée de terre, avec 3 versions. La version avec canon, qu'on voit ici, la version de reconnaissance avec juste un moyen de visualisation, et la Gazelle haute pour des missiles anti-chars, ainsi que la Gazelle RR avec le missile Mistral. Côté de nos collègues allemands, on avait également le BO-105, qui est représenté ici en version avec missile haute. Il existe la même version, mais avec un canon entre les patins. On a un exemple ici du Puma Socat. C'est une personnalisation qui a été faite par les Roumains sur la base d'un Puma dans les années 70. Et puis d'autres exemples comme le Super Puma, qui est le Cougar dans le langage des hélicoptères militaires. Toujours pareil, avec la possibilité de mettre un canon en pod, ou bien l'écureuil, qui est un Fennec dans la configuration militaire.
Ici, on a le Fennec Elito avec un viseur sur le toit et puis un missile TOW sur les côtés. Et la possibilité d'avoir des canons roquettes. Donc ça, c'était pour le Danemark et Singapour. Et puis ensuite, on a eu d'autres configurations, telles qu'un appareil de reconnaissance avec, sur la base d'un Cougar, avec un radar horizon. Donc c'était des besoins qui s'étaient fait sentir dans les années 80. À l'époque, on était en guerre froide, où il fallait une visualisation du champ de bataille. C'est une reconnaissance par radar, cette fois. Et puis, donc, avec le développement des moyens avions portés, radar porté, ce besoin s'est atténué et aujourd'hui, il n'existe plus. Et puis, on a eu quelques prototypes également. Donc, s'il y avait eu Pierre Rougy avec nous ce soir, qui a été ingénieur navigant d'essai sur un certain nombre d'appareils, il aurait reconnu cet appareil-là, qui est le Dauphin monomoteur, qui était le précurseur de ce qu'aurait pu être ce que devait être le Tigre aujourd'hui. Donc avec une boule de reconnaissance ici, et puis des petits bras qui permettraient de mettre des armements. De la même façon, on a également un Dauphin Panther qui a été développé, où Pierre Rougy est ingénieur navigant sur cet appareil, pour développer les capacités d'emport d'armement sur un Panther, avec ici un pod de canon. Donc on a une histoire assez riche depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Alors, les définitions, l'emploi. Donc on a deux grandes analyses du besoin opérationnel, comme je disais, qui sont l'OTAN et l'ancien pacte de Varsovie, qui existe plus ou moins toujours, mais ce n'est pas le plus comme ça, mais c'est toujours la Russie qui mène le jeu. Et sont symétriques. Alors, symétriques en deux ans, égales et qui s'opposent avec des moyens qui sont quasiment égaux, des techniques qui sont d'emploi qui sont assez égales, donc le mode opératoire est similaire. C'est ce qu'on voit en Ukraine aujourd'hui. Même si l'Ukraine est un petit peu plus petit que la Russie en termes de moyens, on voit que finalement, ils sont à égalité et ça se passe de A à B. On a ensuite symétrie, donc c'est typiquement ce qu'on avait pendant le conflit au Vietnam, où on a un opérateur qui a des forces assez importantes et un autre qui est un petit peu différent. Ils sont de même nature, mais ils auront des moyens différents. Et un est supérieur à l'autre. Donc, typiquement, les États-Unis par rapport aux Viet Minh pendant la guerre du Vietnam. Et puis ensuite, on a les non conventionnels qu'on appelle asymétriques. Et c'est malheureusement ce qu'on a vécu avec le 11 septembre, donc les attaques terroristes, où là, on a des moyens qui sont complètement différents entre les belligérants. Donc, on peut avoir donc, un groupe de type A au départ, et puis donc, des terroristes avec des faiblesses qui deviennent des forces dans la façon d'opérer. Typiquement, le 11 septembre, comme illustré ici. Bon, je prends également l'exemple de ce film avec... comment ça s'appelait déjà? Voilà. Où donc on a les Écossais qui ont utilisé des techniques assez innovantes pour contrer les Anglais. Alors si on regarde ce qui s'est passé depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, ben on a une alternance de conflits qui sont dissymétriques, comme au Vietnam, qui sont symétriques. En 91, avec le conflit en Irak, pour libérer du moins le Koweït. Dissymétrique également pour la guerre en Irak, pardon. Symétrique pendant la guerre froide, où on a affronté la nature.
d'asymétrique au Balkan dans les années 90, symétrique en Afghanistan, dissymétrique en Libye, où là, c'est donc la coalition France en Royaume-Uni, un petit peu américain qui affrontait la Libye, où les forces libyennes étaient très bien équipées et qui avaient des techniques également qui ressemblaient à celles qui pouvaient être utilisées. Asymétrique au Mali, et puis on voit dissymétrique dans le conflit en Syrie et en Ukraine. Donc, on voit qu'il y a une alternance. Et aujourd'hui, 80 ans d'utilisation tactique des hélicoptères se sont prononcés. Que sera le futur? C'est le gros problème des gens qui font la programmation. Quel est l'hélicoptère le mieux adapté au conflit qui peut arriver? Et donc, il faut avoir une souplesse d'emploi et pouvoir équiper un appareil avec différents moyens. Donc, l'hélicoptère, dans son environnement, a des problèmes à régler. D'abord, la température et l'altitude. Donc, il faut un certain nombre de moyens et de puissances installées pour combattre dans des conditions particulières. On peut être dans un environnement hostile, jungle, montagne, neige, et on peut avoir à supporter des troupes au contact, et on verra ça un petit peu plus loin dans la présentation. Voilà quelques exemples de milieux en utilisation. Donc, l'Afrique de l'Ouest, avec des températures assez élevées. L'Arabie du Sud, c'est le conflit qu'on a actuellement au sud en Somalie et à côté. Pourquoi pas un conflit qui pourrait être en Amérique du Sud ou dans le nord de l'Amérique du Sud, dans les Andes. Et puis celui qui a donné un grand nombre de retours d'expérience, la grande période d'opération en Afghanistan pour tout le monde, qui a créé en fait un besoin qui est maintenant identifié comme un nouveau standard en langage de l'OTAN, c'est le 6K95, c'est à 6000 pieds, 95 pieds plus 35. Alors, ISA plus 35, ça veut dire que par rapport au standard du niveau de la mer, où on est à l'altitude 0, on doit avoir 15 degrés. Et si on décroît la température au fur et à mesure qu'on monte, normalement, on devrait avoir à peu près à 6000 pieds de l'ordre de 0 degré, à peu près. Et si on a 35 degrés, ça veut dire qu'on est à I plus 35. Le concept opérationnel de l'OTAN, c'est tout d'abord de l'intelligence. Voilà des exemples de moyens d'intelligence, de connaissance, de porter des feux dans différents moyens, terrestres, navals et dans l'air, et puis de faire du mouvement, là aussi avec différents moyens. Donc des bateaux, des avions, des hélicoptères. Donc c'est un triple besoin opérationnel, quel que soit le scénario. Et ce triple besoin opérationnel, on va le retrouver dans les fonctions de combat et d'utilisation, en particulier pour ce qui nous intéresse, des hélicoptères. Donc le premier élément qui est l'intelligence, ça va être de faire de la reconnaissance. Et aujourd'hui, on parle de reconnaissance armée. Si ça veut bien venir. Voilà. La reconnaissance armée. Porter des feux, donc c'est la mission d'attaque. Et puis, donc, le mouvement, c'est la mission de manœuvre, de transport. C'est pour ça que vous entendrez parler d'hélicoptères de reconnaissance, d'hélicoptères de manœuvre, hélicoptères d'attaque. Voilà, il y a ces trois éléments différents qui répondent à des besoins opérationnels génériques pour ce qui nous intéresse dans l'OTAN. Et puis, on va trouver également ce qu'on entend énormément parler d'opérations spéciales, opérations spatiales par-ci, par-là, etc. Ce n'est pas une mission à part. C'est prendre des éléments qui sont dans ces fonctions de combat et les utiliser pour une fonction bien particulière. Donc, les missions spéciales, les opérations spéciales en hélicoptère, ce seront les mêmes que ceux qui sont dans les opérations, entre guillemets, classiques, sauf qu'ils seront utilisés dans des moyens et dans un environnement et dans une période de temps particulier.
C'est l'exemple que j'ai pris ici. Donc, la libération des otages au Burkina Faso par l'armée française en 2019. Ils se sont retrouvés avec finalement 2 otages, plus 2 autres qui n'étaient pas prévus. Mais les gens qui sont allés là-bas ont été aidés par une surveillance de drones et d'avions de surveillance qui étaient américains. Ils ont été amenés par des hélicoptères assez loin, ils ont été protégés par 1 ou 2 tigres, et puis bon, ils sont allés libérer l'otage. Malheureusement, il y a 2 personnes qui ont décédé, 2 marins qui sont décédés à cette occasion. Mais voilà un exemple d'opération spatiale, mais utilisant des moyens qui sont classiques. Alors, si on regarde un peu plus en détail, donc l'ARH, c'est observation, reconnaître, éventuellement faire de l'appui aux troupes au sol et de la destruction de cibles faiblement protégées. C'est bien l'objectif d'un appareil de ce type-là. Alors, si on regarde un peu plus de détails les trois fonctions, donc la reconnaissance armée, la mission primaire, c'est ce qu'on appelle l'ISTAR, donc l'intelligence, surveillance, acquisition de cibles, target acquisition, et la reconnaissance, la détection. Alors, on verra un petit peu en détail qu'est-ce que ça veut dire, la reconnaissance et la détection. La deuxième mission primaire, c'est l'attaque, donc porter des feux dans la profondeur, faire de l'interception RR, faire de l'interdiction de zone pour éviter que des ennemis arrivent dans l'environnement qu'on veut protéger, et faire de l'escorte des appareils de manœuvre. Donc la manœuvre, c'est principalement faire de l'assaut aérien, donc porter des troupes d'un point A à un point B, derrière une ligne d'engagement la plupart du temps, récupérer des troupes ou des pilotes qui ont été éjectés, qui étaient descendus, des pilotes de chasse, récupérer des gens après le combat, récupérer des gens qui sont blessés et malheureusement récupérer également des soldats décédés. Donc là, par exemple, pendant la guerre du Golfe, la première, le bataillon de Puma Gazelle qui était engagé, le chef du bataillon était le colonel Laroque-Latour, qui a travaillé chez nous quelques années quand même, et donc il avait dit à ces gens, de toute façon, s'il y a un décès, votre corps ne restera pas sur le terrain, on récupérera. Pour dire aux gens, votre famille reçoit de toute façon votre corps. Important aussi pour le mental des gens. Et il y a des missions secondaires. Donc l'appareil de reconnaissance armée peut avoir aussi une mission d'attaque léger, avec des moyens plus légers que le moyen d'attaque classique. Alors l'appareil d'attaque, ce serait plutôt un Tigre, hein, dans ce qui nous intéresse, une Apache, un Mi-28 ou un Mi-35. L'appareil d'attaque, et c'est par exemple le cas pour les Australiens qui ont acheté des Tigres, ils l'appelaient ARH parce qu'ils voulaient l'utiliser principalement dans la fonction de reconnaissance et d'appui. Et puis les appareils de manœuvre peuvent servir à autre chose, du transport logistique, donc à mener du matériel sur la zone de combat, donc livrer aussi du ravitaillement en carburant et en munitions, c'est les points de renfort, faire du feu de support avec les moyens qui peuvent être installés sur ces appareils, donc ravitailler en carburant, en munitions, du brouillage électromagnétique. Donc ça, la guerre électromagnétique, c'est quelque chose qui est très développé également. Et de manière générale, ce qu'on appelle le C2, le C3 ou le C4. Donc C2, Command and Control en anglais, C3, Command and Control Communication, et C4, Command and Control Communication Computerized, I pour intelligence, R surveillance et R pour reconnaissance. Donc ce sont des moyens fortement électroniques qui vont permettre à ce moment-là de brouiller, de détecter, d'analyser et de capturer de l'information. De la même façon, le moyen léger de reconnaissance armée peut faire du C2, du C3, et en plus peut faire des missions de liaison, amener de commandement sur le terrain, poste de commandement aérien et de l'information. Donc, on voit qu'il y a une plénitude de missions et de sous-missions. Et donc, les équipements et l'armement vont être fonction
de la mission, du type de mission qu'on va vouloir engager. Alors justement, pour porter des feux, ben voilà des exemples. Voilà un tigre qui tire des roquettes. On peut avoir une interception RR ou une contrôle de zone avec des missiles RR. Donc là, c'est par exemple du Mistral sur une gazelle, un tir de Mistral sur une gazelle également. Des feux d'appui pour les troupes au sol, donc ici avec Fennec et un pot de canon, ou des roquettes également encore sur une gazelle ici. Et puis, le C2 jusqu'au C4, voilà un bon exemple d'un poste de commandement qui est installé derrière la ligne de front, où on va avoir de la communication. Alors on voit mal peut-être pour de la salle, là, mais il y a des antennes qui sont ici plantées et qui vont permettre soit de recevoir, soit d'émettre des informations ou de capturer de l'information et de brouiller. Dans les feux, ben, on va porter des feux dans la profondeur. Voilà un exemple de déploiement à partir d'un porte-hélicoptère. Donc là, c'est une image d'artiste, mais pour la France, on a les bateaux type Mistral, avec des tigres qui sont basés maintenant. Par exemple, l'opération pour la Libye, c'est fait à partir de bateaux. Puma, gazelle, tigre. Des opérations de la profondeur également avec un appareil qui va être équipé qui aura l'allonge nécessaire, donc du carburant et du personnel associé. Donc, exemple de NH90 ici avec un montage de pot de canon en 20 mm. Et puis de la défense, voilà, deux types d'hélicoptères qui peuvent servir à la défense. Donc le Tigre dans la version française ou le Tigre dans la version allemande pour protéger des zones. Et puis l'escorte. Et là aussi, donc, un Tigre qui escorte soit du NH90, soit du 225M, donc du Cougar, Super Cougar. Exemple d'assaut aérien. Donc là, un assaut aérien avec Black Hawk. Donc on voit qu'on a une nuée d'hélicoptères où il y a un nombre important de troupes et on va avoir un posé en permanence. C'est typiquement ce qui se faisait au Vietnam, au moins au début au Vietnam. Et puis pour ce qui nous intéresse, donc la mission de reconnaissance armée, donc ISTAR, voilà un bon exemple d'un appareil ISTAR qui est dépassé aujourd'hui, mais qui a vécu pendant longtemps. Donc c'est le Bell Kiowa Warrior. On a un moyen électro-optique qui est posé sur le mât, au-dessus du rotor, et qui va guider, qui va donner un certain nombre d'informations aux Apaches en particulier, et qui peut être équipé avec des moyens d'autoprotection ou d'appui au sol. Dans ce cas-là, c'est des roquettes. Un autre exemple, donc le 145M, et on verra une vidéo associée, ou le Fennec, que j'ai déjà montré. Et donc, la reconnaissance et une image de reconnaissance telle que celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a un véhicule, on a une image infrarouge, on a des zones chaudes, là sûrement il y a le moteur. Ce véhicule a dû rouler récemment parce que les roues sont chaudes, donc les roulements ont accumulé de l'énergie. Et puis il y a un personnel qui est bien sûr à certaines températures. Et donc là, ça nous permet d'introduire la notion de DRI, donc détection, reconnaissance, identification. Alors qu'est-ce que c'est? Là aussi, ce sont des définitions OTAN. Donc la détection, c'est trouver, il y a un objet, il y a quelque chose avec un moyen électro-optique qui est la plupart du temps infrarouge. Il y a un pixel qui est détecté par le système et on est, bon, on ne peut pas donner une valeur exacte puisqu'il y a des données qui sont relativement confidentielles, mais on peut aller jusqu'à 20 km pour trouver qu'il y a quelque chose. Le deuxième, ça va être la reconnaissance, et donc ça veut dire qu'on a détecté quelque chose, on reconnaît le type d'objet. Donc il s'agit d'un véhicule. On ne sait pas de quel type, mais il s'agit d'un véhicule. Et on va aller jusqu'à 10 à 15 km. Et puis l'identification, là, c'est dire, ben, c'est un véhicule à roues, et c'est un ami ou c'est un ennemi. Donc là, typiquement, c'est un VAB. Donc un VAB, on sait que c'est un véhicule ami, si on est français.
Et donc là, l'ordre de grandeur de l'identification, ça va être jusqu'à 8 km à peu près. Enfin, les moyens électro-optiques ont fait des progrès phénoménaux dans les 10 dernières années. C'est extraordinaire. Le Tigre, qui est un appareil des années 90, a un viseur de toit pour la version française, qui était le top du top quand on a promu cet appareil, en particulier en Australie. Aujourd'hui, ce viseur, il est dépassé. D'ailleurs, il va être revu, il va être remplacé par un nouveau dans la version Mark III. Donc, les progrès ont été phénoménaux. Pour ce qui est de l'armement, on va distinguer plusieurs choses. L'armement balistique et l'armement guidé. Et ensuite, l'armement RR et l'armement air-sol. Donc ici, on a les deux catégories, armement air-sol, éventuellement armement RR, et puis les couleurs vous donnent si c'est du guidé ou si c'est du balistique. Alors balistique, c'est quoi? C'est du canon de la mitrailleuse, c'est quelque chose qui est par définition non guidé. Encore que pour l'artillerie, on a des obus qui sont guidés aujourd'hui. Et donc à l'inverse, on va trouver des munitions qui sont guidées, ça va être donc des missiles la plupart du temps, comme on voit ici, ou des roquettes. Alors je vous ai amené donc un exemple. Alors on va passer par du balistique. Ici, c'est une munition de 30 mm qui est montée sur le Tigre, mais qui est également montée sur avion d'armes. Le Rafale va tirer la même munition. Petite particularité, c'est une munition qui est mise à feu par impulsion électrique. Ensuite, on va avoir du 20 mm. C'est les pods de canon 20 mm dont je vous parlais, là, comme celui-ci. Ça tire ça. Voilà. Donc ça, c'est des munitions autant. Et là, c'est une mise à feu classique par fulminate. Ensuite, mitrailleuse, ça va être du calibre 12,7 ou calibre 50, qu'on voit ici. Ça, c'est le pod HMP 400 de chez FN Herstal. Et puis, des munitions plus petites, munitions autant des années 90, du 7,62, que va tirer aujourd'hui le pod Gatling que l'on voit ici. Et puis, pour vous faire des comparaisons, d'autres munitions, ça c'est une munition russe, l'équivalent de la 7,62 autant, donc munition russe, qui est toujours tirée dans la mitrailleuse PKM, que l'on voit en permanence, là, quand vous voyez dans les reportages type qui tirent avec une bande un petit peu, puis une arme un peu ajourée, mais c'est ça que ça tire. Il faut savoir que ça date des années 30, ça. Et puis, puisqu'on parle souvent de Kalachnikov, voilà ce que c'est une munition de Kalachnikov. C'est beaucoup plus petit. Donc ça porte moins loin, mais c'est quand même aussi très dangereux. Et ça, c'est la munition qui est tirée par les fusils, donc le FAMAS, qui n'existe plus maintenant, c'est le HK 416 des troupes en France. Donc c'est du 5,56. C'est la munition 22 long rifle, mais un peu plus grosse. Voilà. Et une roquette non guidée. Alors voilà, ça ressemble à ça. Donc on a trois parties. La partie qui est de cet endroit-là jusqu'en bas, ça va être de la poudre qui va propulser la roquette sur sa trajectoire. La partie avant qui est ici, c'est la partie de la munition. Il y a à peu près, c'est gros comme une canette de coca, hein, et donc il y a à peu près 1 kilo d'explosifs dans la version explosive. Et puis la partie arrière qui est la partie guidage. Alors donc on a des ailettes qui se replient. Lorsque la munition est dans son lanceur, les ailettes sont repliées et elles se déploient lorsque la roquette s'en va. Et donc, comme je montrais tout à l'heure, ici, donc, on a des tuyères qui sont elliptiques, hélicoïdales. Et donc, lorsque la propulsion du gaz est envoyée, à ce moment-là, la roquette se met à tourner pour améliorer la précision. Donc ça, c'est par exemple une roquette avec une charge explosive. Enfin là, elle est factice, hein, bien sûr. Et puis, on va trouver des roquettes avec des... Bon, le terme générique, c'est sous-munition, même si la sous-munition, ce n'est pas un explosif, ça n'existe plus, c'est interdit par les conventions de Genève aujourd'hui. Mais on va tirer, par exemple, sur des véhicules pour immobiliser des camions ou des choses comme ça. On va avoir un faisceau de fléchettes de ce type-là. Alors, c'est un morceau d'acier très durci.
avec un empennage en plastique et puis une pointe qui est juste là pour l'aérodynamique. Et puis, une autre capacité qui va être d'envoyer des clous. Enfin, c'est des petites fléchettes, et ça, c'est de l'antipersonnel. Il faut savoir que là, il y en a 1000 comme ça dans cette zone-là, et donc des fléchettes, il va y en avoir une trentaine. Et donc, ça va avoir un effet de répartition sur une zone. C'est l'élément d'arrêt. Alors, je vous ai mis quelques films pour illustrer l'utilisation des armements, pour que vous ayez une idée de ce que ça représente. Alors, on va commencer par ce film-là. Alors, il est un petit peu ancien. C'est du 635. C'est en Afrique. Là, on voit le montage d'une roquette dans son pod. Je le vois mal, là, mais... Le moyen de reconnaissance, la boule électro-optique. Alors là, j'en parle maintenant parce qu'on va le voir un peu plus tard, il n'y a pas de système de guidage ou de visualisation de la cible très efficace. Il n'y a que l'électro-optique et il n'y a pas de viseur vraiment élaboré. Donc là, on a un pod mitrailleuse et on voit la symbologie que peut recevoir dans le cockpit le pilote qui tire. Donc voilà les impacts. Bon, là, c'est plutôt pas mal. On s'est aperçu, lorsqu'on a fait ces essais, que la distance n'était pas connue, donc il fallait à la main indiquer au système quelle était la distance. Dès qu'on a mis un laser télémètre pour mesurer la distance, immédiatement, la précision s'est améliorée. Alors, il y a un autre essai avec des roquettes, voilà, ici. Alors, les roquettes, ce n'est pas un armement qui est très précis, de ce type-là. Hein. Ça part un peu n'importe où. Et on l'a bien vu, ce n'était pas sur la cible. Et puis, le troisième tir, c'est un tir de missile Ingwe, c'est un missile sud-africain de Denel. C'est un missile qui fait une vingtaine de kilos, 1,60 m de haut, et qui est guidé par faisceau laser. C'est-à-dire qu'il y a un cône laser qui est envoyé par l'appareil, le missile est tiré, et on capture l'arrière du missile dans le cône, et on guide le cône laser vers la cible. C'est le système similaire à ce qu'on a sur le HOT, que philo-guidé. Et c'est ce qu'on appelle de la troisième génération. Deuxième génération plutôt. Donc voilà un essai de tir Ingwe à quelques kilomètres. Alors voilà la séparation. Ici, on voit bien que l'arrière du missile, on voit ce qu'on appelle la plume du missile, c'est-à-dire le flot de poudre qui est parti et qui envoie le missile sur sa trajectoire. La période pendant laquelle la poudre brûle est très rapide, hein, c'est de l'ordre de 10 secondes. Dans un tube de roquette comme ça brûle en 10 secondes. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier. Je ne sais plus comment on fait là. Voilà. Voilà, un essai de tir de tigre de 30 mm. Ce que vous avez vu au départ, c'est un essai quasiment au sol. Vous avez que le canon, il bouge quasiment pas. C'est-à-dire qu'on utilise la compensation du pilote automatique pour rattraper le recul de tir. Alors la première, c'était pour montrer que quand on tirait, l'appareil recule. Et voilà, des exemples de tir vers le sol ou en RR, comme on a pu voir précédemment. Ensuite, les missiles. Ici, le missile Hellfire. Alors, le missile Hellfire, c'est toujours d'actualité. C'est un missile qui fait à peu près 1,80 m de haut, hein, donc c'est une grosse bestiole, 180 de diamètre, 45 kg, et qui a 8 kg de charge militaire, donc d'explosifs ou autres. Donc, le premier, c'est
le tir du missile depuis un Tigre. Alors, donc on voit ici le support, et c'est un missile qui est sur rail. Alors c'est haute vitesse, donc on voit le missile sortir du rail, et on voit que la plume du missile, ce qu'on appelle, va peindre le support, va peindre le porteur. Donc ça veut dire que le rack qui porte et l'appareil qui est derrière, il faut qu'il supporte la force de départ, d'une part, et éventuellement le G qui est derrière. Donc on a eu des problèmes sur des roquettes ou autres, sur des appareils plus légers tels que le Fennec, où il y avait des impacts sur les empennages. Donc ça fait partie des choses qu'on va voir ensuite. Il y a des contraintes qui sont associées à l'intégration d'armement sur une. Alors ça va être très rapide. Voilà, le missile est parti. On a vu juste quelques étincelles, mais ce n'est pas tellement ça que je voulais vous faire voir, c'est le fait qu'il y a un fil. Donc le missile, dans ce cas-là, c'est le Spike, donc c'est fabriqué par Rafael, donc une entreprise israélienne. Le missile est dans un canister, dans un tube, comme pour le cas du missile Hot, et il y a un fil qui va permettre de recevoir l'information de la caméra qui est sur le nez du missile. On verra tout à l'heure une vidéo qui montre ce que voit la caméra. Donc ça veut dire que pendant qu'on tire le missile et qu'il est en train d'aller sur sa trajectoire et sur sa cible, ben, l'hélicoptère il va avoir des manœuvres qui sont limitées. Parce que donc le fil il pend, c'est un câble qui a une certaine solidité, mais on ne peut pas non plus faire des manœuvres trop conséquentes. Voilà, le départ du missile. Voilà, regardez. Le missile part de son support et puis il a une trajectoire qui va rejoindre la cible qui est un bateau quelque part ici. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 2 G sur le côté et puis quelque chose au milieu qui brille aussi. Donc en fait, les G, c'est l'éjection des gaz pour le guidage du missile et l'arrière, c'est le traceur qui permet au tireur de voir la trace du missile. Donc c'est plus une illumination infrarouge qu'une propulsion. C'est ce qu'on a également sur le missile Hot. Voilà, donc quelques exemples de tir d'armement pour vous montrer un petit peu comment ça se passe et les contraintes qui sont associées au support. Pas tellement l'effet de l'arme par elle-même, c'est plutôt la façon dont on intègre. Donc en résumé, on a des moyens qui sont des moyens balistiques, des moyens qui sont RR ou air-sol, et des moyens guidés. Donc, je n'ai pas parlé de roquette guidée, mais la roquette guidée, ça va être la même chose que ça, sauf qu'on va rajouter un module qui fait à peu près 20 cm de haut, entre la partie propulsion et la partie militaire, qui va être un guidage qui va permettre, avec des ailettes, d'orienter la trajectoire du missile de manière limitée, mais de le remettre dans une trajectoire de précision. Donc, avec une roquette guidée de ce type-là, on a une précision métrique, c'est-à-dire on est à 1 mètre près, même moins, à 6 ou 7 km. Alors qu'à la même distance avec une roquette classique, on est plutôt dans les 100, 200 ou 300 mètres. Alors, comment choisir l'armement au-delà de la mission? Il y a aussi d'autres notions qui sont l'opération par elle-même. Si on a en face de soi une menace de ce type-là, qui est donc un pick-up avec une mitrailleuse 12-7, et qu'on utilise un hélico avec aussi une mitrailleuse 12-7, on est dans ce qu'on appelle l'interlétalité. Donc là, on risque d'avoir un problème parce que les armes sont de la même portée. Donc, ce n'est pas bon. Donc, il va falloir passer avec autre chose. Dans ce cas-là, on va utiliser un canon de 20 mm, par exemple, où la longe du canon de 20 mm est plus importante que la mitrailleuse. Exemple ici, donc 1500 mètres par rapport à 600. Et puis, si en face de nous, on a quelque chose de beaucoup plus puissant, donc ça, c'est typiquement un poste antiaérien 14-5 russe. Désolé, mais c'est plutôt les Russes qui sont l'ennemi depuis toujours, et ça continue malheureusement. À ce moment-là, ben, on est dans l'interlatéralité avec un canon de 20 et il faut passer à autre chose. Et là, on va utiliser un autre moyen, on va utiliser du 30, exemple. Et puis, si en face de nous, on a quelque chose de beaucoup plus costaud,
Donc là, c'est un Mi-35. À ce moment-là, on va utiliser un missile RR. Donc, c'était juste pour illustrer que c'est la menace qui conduit au choix de l'armement. La mission et la menace. On a vu les missions, on voit la menace. Ensuite, dans le choix de l'armement, bon, j'en ai parlé, je vais balayer rapidement. Donc, l'armement air-sol pour donc des missiles. Hein. ATGM, ça veut dire Air to Ground Missile, donc armement air-sol, plutôt contre les chars de bataille. De l'armement RR, plutôt contre des hélicoptères ou des avions légers, des roquettes ou du canon et des roquettes guidées pour des moyens légers. Et puis de la mitrailleuse, ensuite, c'est plutôt pour du personnel, de l'antipersonnel. Donc, la combinaison d'armement est aussi importante en fonction de la mission et des menaces. Donc, le même appareil doit pouvoir porter au moins 2 armements différents en fonction du type de mission. Alors voilà un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un missile Elfa et voilà comment c'est fait. Donc la partie propulsion, qui est toute cette partie arrière. Là, ici, la charge militaire avec une charge creuse. En fait, c'est une double charge creuse. La charge creuse, c'est un cône en cuivre derrière laquelle va se trouver une charge d'explosif. Et au moment où l'explosif va être mis à feu, ça va projeter ce cône de cuivre en un faisceau plasma. C'est ce qui va percer le blindage du char. Ce n'est pas l'explosion, c'est le faisceau de plasma. Et puis devant, on va trouver tout le système de guidage, la détection du... Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'Elfa est guidé par laser, par point laser. Donc ici, le système qui détecte le laser, et puis des petites ailettes qui vont guider le missile. Une roquette, c'est un exemple qui est ici, donc toute la partie propulsion et la partie munitions. Et une roquette guidée, donc la même chose avec ce module de guidage qui est à l'avant. Alors maintenant, quelles sont les contraintes dues à l'hélicoptère? Donc il y a un sujet qui est primordial, c'est que c'est la façon d'opérer qui va ainsi influencer. Donc il y a plusieurs façons d'opérer. La première, c'est de faire du pop-up, c'est-à-dire de monter du ras du sol derrière des arbres, de se découvrir et de tirer en stationnaire. Et là, on a un problème parce que on a le downwash du rotor, c'est-à-dire le flux du rotor qui s'appuie sur l'appareil et qui va sur le sol va perturber les trajectoires des éléments balistiques. Ça va être influencé. Donc c'est le cas ici dans la formule du stationnaire. Donc la portance est égale à la force qui est due à la masse. Et donc ce qu'on appelle la vitesse induite, dans ce schéma ici, donc la vitesse induite sous le flux du rotor, sous le rotor, donne le downwash. Alors, je n'insiste pas plus, c'est pour indiquer que ce downwash est fonction de la surface du disque, de la densité et de la masse de l'hélicoptère. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est réduire l'influence du downwash, qui est plutôt sur la partie balistique, comme je disais, roquette, parce que la surface de mètre couple de la roquette est plus importante qu'un 20 mm ou qu'une 12,7. En plus, les vitesses sont différentes. Donc une roquette part avec une vitesse relativement faible, de l'ordre de 200 mètres secondes, alors qu'une munition de 12,7 va partir à 300, 350 mètres secondes, même plus peut-être. 400, oui. Donc pour minimiser l'influence du downwash sur le tir, il est préférable d'utiliser un hélicoptère d'une masse modérée. On a vu que la masse était un sujet, donc c'est pour ça qu'on dit entre 4 et 6 tonnes. En vol d'avancement, par contre, le downwash sera incliné vers l'arrière, donc c'est beaucoup plus favorable. Donc c'est le deuxième mode de tir. Au lieu de tirer en stationnaire, on va tirer en avancement de manière à éviter ces effets. Alors, l'effet sur les missiles ou sur les moyens guidés, il existe aussi, mais le guidage permet de rattraper la trajectoire. Donc, le choix de l'hélicoptère sera influencé par les missions effectuées, le type d'arme, la quantité de munitions, qui est fonction donc des cibles, le volume de carburant pour la mission, l'élongation,
dans la profondeur ou pas, et d'autres qualités que l'on va voir. Par exemple, la qualité essentielle pour un appareil de reconnaissance, c'est de voler dans le terrain, dans les abris, des vallons, derrière des arbres, le cacher le plus possible, puisqu'on fait de la reconnaissance, il ne faut pas être vu. Et donc, les moyens de manœuvrabilité sont importants, ce qui sont illustrés ici, pardon, la manœuvrabilité est illustrée ici par ce diagramme, s'il veut bien revenir, voilà, qui est un appareil qui part à une certaine vitesse. Alors, je suis désolé, la figure n'est pas très nette. Sans nœud, par exemple, un quick stop pour s'arrêter derrière quelque chose qui va barrer la vue, et puis repartir dans la foulée et en vol près du sol. Donc ça, c'est un élément typique d'analyse des capacités d'un hélicoptère de reconnaissance. Donc ce qu'il faut pour faire ça, c'est avoir un rotor rigide le plus possible pour être très manœuvrant, ou semi-rigide. Mais le problème d'un rotor rigide, c'est que ça engendre des vibrations. Donc il faut avoir un moyen pour stabiliser la plateforme de tir en réduisant les vibrations. Alors il y a plusieurs moyens, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est la façon dont le Tigre a été conçu aussi, par exemple, avec un système d'amortissement et de réduction des vibrations. Il faut de la réserve de puissance pour améliorer la manœuvrabilité. Il faut qu'au moment où on va donner un coup de manche pour s'arrêter, on puisse effectivement bien avoir la portance qui est inclinée vers l'arrière pour arrêter l'hélicoptère et repartir. Et puis réduire les signatures pour ne pas être vu, que ce soit la signature visuelle, donc avoir un corps assez étroit, sonore, ça parle de soi-même, la signature radar et la signature infrarouge. Alors il y a des techniques, radar en utilisant des composites par exemple, et infrarouge en utilisant des suppresseurs d'évacuation des gaz, des peintures absorbantes, des formes qui sont réduites. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas d'éléments qu'il faut prendre en compte quand on veut concevoir un hélicoptère qui doit porter de l'armement et qui doit faire des missions de reconnaissance armée. Quelles sont les contraintes? Alors là, on va lister un petit peu qu'est-ce qu'il faut pour faire un appareil armé. Ben, tout d'abord, il faut des supports. Il faut supporter les armements. Et il faut avoir des supports qui soient suffisamment rigides et qui ne se plient pas lorsqu'il y a le départ du tir, puisque la précision va être affectée. Et il faut que ces éléments de support soient harmonisables avec la ligne de foi de l'hélicoptère. C'est-à-dire qu'on fait un parallèle, on met les armements en parallèle ou en convergence à une certaine distance. Un moyen de surveillance ou de détection, c'est la DRI qu'on a vu tout à l'heure, pour faire de l'acquisition de cibles de jour ou de nuit. Donc là, on peut avoir tout un tas de moyens, les yeux, pour commencer, et puis des caméras qui peuvent être noir et blanc à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus des caméras couleur qui peuvent être thermiques, tout un tas de moyens. Un moyen de déterminer la distance de la cible. Tout à l'heure, je disais, dans les premiers essais qu'on a fait en Afrique du Sud sur le 635, alors, bon, on était avec un sous-traitant qui faisait ça pour nous. On a arrêté avec lui, donc on peut en parler. Dans un premier temps, il n'y avait pas de moyen de mesurer la distance, à part les yeux, à part l'évaluation de triangulation visuelle. Et donc, le résultat était vraiment déplorable. Et il a suffi de mettre un télémètre manuel, hein, juste en pointant pour détecter la distance, et de rajouter cette information dans le système de calculateur pour immédiatement avoir une précision importante. Donc, la distance à la cible, la télémétrie est primordiale. Un moyen de viser ou de désigner ou de guider, ben, il faut dire où est-ce qu'on veut aller, hein. Même si c'est du balistique, il faut mettre la croix sur la cible, hein, c'est le principe de base, ou le laser sur la cible, ou un autre élément. Il faut avoir un harnais électrique, c'est-à-dire un système d'alimentation qui est spécifique à l'armement, qui est séparé du système de bord, pour ne pas avoir d'influence sur le système de bord, avec tous les systèmes de sécurité. Et généralement, on a 3 niveaux de sécurité pour une arme: l'alimentation, la mise en opération, et puis le feu, et la gâchette. Donc généralement, il y a 3 niveaux pour la sécurité.
Et puis, un calculateur de prédiction du but. Le calculateur, c'est le cerveau humain quand on n'a rien d'autre. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Un calculateur qui est analogique ou numérique avec des bus, donc bus numérique 1553 ou un RENC, bon, peu importe. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais voilà un petit peu la gradation que l'on peut avoir pour les différents systèmes qui sont nécessaires pour installer un armement sur hélicoptère. Et le fin du fin, c'est d'avoir un système de compensation à la fois du recul des armes si c'était nécessaire. Alors, sur le Tigre, je n'ai pas pu vous le montrer, mais le premier tir qu'on a vu, on a vu que le canon tirait, mais l'appareil ne bougeait pas, donc c'est une compensation. Et puis, on peut avoir également besoin de compenser la position des armes par rapport à l'hélicoptère pour avoir une trajectoire qui est toujours convergente vers la cible. Et ça, on va voir ça un petit peu plus loin. Et donc, connecter tout ce système-là au pilote automatique, à l'anémométrie de l'appareil et voire au système de navigation s'il y a besoin. Et enfin, il faut tenir compte des effets du porteur. Donc, les déchets de tir sont un sujet important. La roquette évacue des déchets de tir assez conséquents, puisque ici, au milieu de la roquette, on a une tige centrale qui est enduite de sel, qui va faire l'harmonie, pour faire brûler en harmonie la poudre. Sauf que cette tige, lorsqu'elle brûle, en fait, elle fond. Et donc, elle envoie des déchets de tir. C'est un des sujets qu'on avait de problématique avec les Australiens. C'est que les premiers tirs, ils ont dit, mais on met le feu aux bouches. Ah ben oui. Donc, il a fallu que FZ, qui est le concepteur de la roquette, trouve les moyens de minimiser, voire annuler ces effets de déchets de tir. On a eu des déchets de tir également sur des empennages de Fennec à une certaine époque. Donc, déchets de tir, le souffle des armes peut effectivement être un problème. Là aussi, un exemple, c'était un canon 20 mm monté sur un Panther, si je me souviens bien. Et il y a ce qu'on appelle un frein de bouche sur le canon, qui permet de minimiser le recul. Sauf que le frein de bouche, il faut qu'il soit orienté correctement, c'est-à-dire dans le sens vertical. Et là, bon, c'était dans un certain pays, le frein de bouche était orienté à l'horizontale et le pilote est à droite en hélicoptère. Et le canon est à droite aussi. Ils ont fait des essais de tir, le pilote est descendu, il est tombé. Le souffle du canon l'avait fortement perturbé. Donc, ce n'est pas neutre. Et puis, donc, le débattement des armes éventuellement sur l'hélicoptère. Alors ça, c'est plutôt pour les armes qui sont en portière, ce qu'on appelle en sabord. Voilà des exemples d'impact. Alors ici, on a un impact d'un maillon. Le maillon, c'est ce qui va tenir. C'est ce qui va tenir chaque munition l'une à côté de l'autre. Ces maillons, ils peuvent être éjectés au moment où on tire. Alors, dans le cadre du HMP 400, qui est la mitrailleuse 12-7, ils sont préservés à l'intérieur. Mais il peut y avoir des systèmes où les maillons sont évacués et ils volent, ils partent comme ça. Et là, il y en a un maillon qui est implanté dans le bord d'attaque d'une pale. Ici, c'est un trou qui a été généré par un armement sabord parce que les limites de débattement étaient mal faites. Voilà, un impact sur pale ou sur un port d'attaque. Donc, ça fait partie aussi des conditions qui doivent être prises en compte. Et puis, pour le calcul du but, donc les paramètres de calcul du but, le fin du fin, c'est ça. Alors ça, c'est une planche que j'ai extraite d'une présentation qu'avait fait Pierre Rougier il y a au moins 20 ans, au moins 25 ans. Donc, c'est en fait le système du Tigre. Bon, il n'y a pas de détails, mais ça donne un peu l'état d'esprit. C'est-à-dire que l'hélicoptère porteur, il connaît sa vitesse dans les 3 axes, il connaît ses attitudes dans les 3 angles, il va avoir les vitesses dans ses attitudes, les vitesses de mouvement dans les 3 angles. La cible, grâce au système électro-optique et à d'autres éléments, on peut connaître son élévation par rapport à l'hélicoptère, son azimut et le taux de vitesse d'élévation, c'est-à-dire la variation par rapport à la cible. Et puis, on va avoir une détection télémètre. Et si on combine tous ces éléments, à ce moment-là, on peut prédire le but de manière très précise. Donc, ça veut dire qu'il faut passer par un calculateur, bien sûr. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le CCIP,
le calcul continu de points d'impact. Alors, le fin du fait, c'est d'avoir un système le plus performant possible, bien sûr, mais si on s'approche du résultat avec un pourcentage d'erreur qui est relativement limité, ça peut être aussi intéressant. L'autre aspect que je voulais vous présenter, c'est les effets du tir. Qu'est-ce que c'est qu'une capacité de destruction d'une cible, une cible durcie la plupart du temps? C'est la probabilité de toucher combinée à l'effet terminal de la munition. Donc, et il y a deux solutions. Soit on fait du tir à saturation, et là c'est le cas de la Gatling que je vous montrais tout à l'heure, qui tire 4000 coups minute. Donc on envoie un nuage de munitions dans un environnement, et on dit, ben, sur ce nuage-là de 4000 coups minute, c'est énorme. Il y en a bien quelques-unes qui vont taper au bon endroit. Et donc c'est ce qu'on a sur la Gatling, c'est ce qu'on a sur l'Apache également, qui fait 650 coups minute, et puis il y a 1200 munitions en portée. Et l'autre moyen, c'est le tir de précision. Mais le tir de précision nécessite de prédire le but. Et donc, c'est ce qu'on a sur le Tigre. Bon, on a un taux de 750 coups minute, on a un peu moins de munitions. Et c'est ce qu'a fait l'Apache, mais en rajoutant un pointeur laser sur le canon. C'est-à-dire qu'ils ont simplifié le problème en rajoutant un pointeur laser. Et grâce à une image infrarouge, on voit où pointe la munition. Dans l'effet terminal, ben, la munition explosive va avoir un effet terminal qui est fonction du volume. Donc, une munition de 20 mm aura 4 fois plus d'effet, donc 20 mm, c'est ça, aura 4 fois plus d'effet qu'une munition de 12,7, du fait du volume de charge à emporter. Donc à partir de là, bon, ça permet de choisir le type de munition. Et ensuite, il y a les effets d'éclat. Alors j'en parle parce qu'on va voir comment on opère ensuite. Une munition de 12,7 que je viens de vous montrer a une zone létale, donc mortelle, de 10 mètres, diamètre de 10 mètres. Et une zone de danger, donc un risque d'éclat qui aille beaucoup plus loin, de 50 mètres de diamètre. Alors qu'une munition de 20, on va être plutôt à 30 et 100 mètres. Et enfin, le dernier point, c'est la pénétration de blindage. Voilà. Donc, un canon de 20 mm qui a une vitesse d'éjection de 985 mètres secondes va perforer une plaque d'acier de blindage de 36 mm à 0 degré, à 0, c'est-à-dire comme ça. Donc, parce que généralement, le blindage peut être incliné, donc quand on fait les essais, on fait à 0. Et donc, on va percer 36 mm à 600 mètres. Alors qu'une munition de 12,7, qui part beaucoup plus vite, 1200 mètres secondes, va perforer la même épaisseur, mais qu'à 400 mètres. Il n'ira pas plus loin. Donc, juste pour donner une idée des différentes munitions. Alors, le besoin opérationnel. Il y a un besoin opérationnel qui s'appelle les troupes au contact. C'est quelque chose qui a été particulièrement vu en Afghanistan, où les forces de la coalition étaient souvent à proximité des insurgés. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une zone d'amis, et puis une zone d'ennemis qui est dans une zone particulière, par exemple ici 50 mètres par 50 mètres, et qui ont besoin d'assistance parce que les ennemis sont beaucoup plus nombreux que les amis. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un appel au secours de ce qu'on appelle le Close Combat Support, pour un feu de suppression. Et généralement, dans l'équipe qui est là, il y a un Forward Air Controller, un contrôleur, comment on dirait en français, un contrôleur aéronautique avancé. Donc quelqu'un qui connaît parfaitement toutes les capacités de la coalition, que ce soit un B-52 ou que ce soit un Apache ou un Tigre ou autre. Et donc, c'est à lui d'évaluer si, dans la zone, quand il appelle, il y a un moyen quelconque, un F-18 ou autre, et quel est son armement. Si c'est un B-52 et qu'il va balancer des MK-82, ça ne va pas le faire parce que les effets collatéraux vont être importants. Donc, ce que demande l'OTAN, enfin, la coalition et l'OTAN en particulier, c'est que lorsqu'on a des troupes au contact, il faut qu'il y ait à minima 200 mètres
entre les deux pour engager une arme et que l'arme que l'on engage montre la certitude qu'on ne va pas impacter jusqu'à 200 mètres. Et donc, lorsqu'on a envoyé du Tigre, l'armée française a envoyé du Tigre en Afghanistan, il a fallu qu'elle démontre aux Américains en particulier, donc à l'OTAN, que l'appareil était capable de ça. Alors pourquoi 200 mètres? Parce que 200 mètres, c'est la portée efficace des armements légers, tels que donc, ce qu'on vient de voir là, la 5,56 ou la Kalachnikov, donc le M16 ou la Kalachnikov, c'est les moyens d'infanterie légers, c'est 200 mètres à peu près. Donc comment ça se passe? Donc, si on regarde un canon de 20 mm, qui engage ici, on a vu que l'effet terminal, il était dans un rayon ici de 30 mètres. Une certitude, un écart circulaire, une probabilité d'écart circulaire de l'ordre de 100% des impacts donnerait 90 mètres de rayon pour l'impact le plus éloigné. Et comme l'impact le plus éloigné pour du 20 mm, c'est 30 mètres pour le létal et 50 mètres pour le danger, à ce moment-là, on a un résultat qui est d'une zone sécurisée de 140 mètres, plus ou moins 10 mètres. Donc, on est bien en dessous des 200 mètres. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire de la précision. Parce que si ce CEP, cette erreur circulaire, est beaucoup plus large, à ce moment-là, on risque d'impacter des amis. Juste pour vous donner la notion de pourquoi faire de la précision. Alors après, comment ça se passe? Donc ici, c'est l'exemple d'une opération de tir avec un canon de 20 mm en utilisant un viseur clair, collimaté, c'est-à-dire que l'arme est collimatée, est harmonisée pour tirer à 1000 mètres. Donc on monte sur la trajectoire ici. Voilà, donc là, l'appareil est à une certaine distance, on monte sur une trajectoire et puis il va commencer à tirer. Donc là, on simule ce qu'on voit dans le viseur clair, ce que voit le pilote ou le tireur. Donc on a la cible en bas, la cible en haut, pardon, et puis la trajectoire qui est visualisée. Et puis plus on s'approche, plus on va pouvoir tirer sur la cible. Et on voit qu'au fur et à mesure qu'on s'approche, on se rapproche, et puis à un moment donné, on s'éloigne. Et on tire entre, ici, 1500 mètres de distance jusqu'à 700, puisque après, par exemple, si la cible a une mitrailleuse 12-7, on ne veut pas être dans l'interlétalité. Donc, on va se retirer un petit peu avant. Et ça veut dire que pendant ce qu'on a tiré ici, on a balayé, on a peint, ce qu'on appelle peindre la cible, sur une certaine distance, et donc la précision n'est pas terrible. Et on a tiré pendant à peu près entre 1200 mètres et 700 mètres, pendant 12 secondes, et on a 50 obus, à peu près, ordre de grandeur. Ça veut dire que le résultat espéré, on a à peu près 10% des coups au but. Donc c'est pas terrible. Et là, on n'a pas de guidage du tout. Et puis si on rajoute un viseur de casque, un calcul du but, un CCIP, et puis des vérins d'asservissement, c'est-à-dire des vérins qui vont permettre d'orienter le canon vers la cible, à ce moment-là, les choses vont être différentes. On aura toujours la même approche, la ligne de tir, l'appareil qui se met sur sa position, et ici, on simule l'orientation des vérins d'asservissement, donc des supports d'armement, qui sont plutôt assez éloignés, et puis au moment donné, on continue à avancer, et donc la cible se rapproche, donc on incline les vérins pour rajouter la trajectoire sur la cible, et on continue à incliner jusqu'à ce qu'on se retire. Et au moment où on se retire, à ce moment-là, on aura toujours 12 secondes et 50 obus qui ont été tirés, mais on peut espérer au moins 50% des coups au but. Ça, c'est juste pour illustrer le fait que déjà la prédiction du but, donc le calcul des moyens de visualisation et des moyens d'asservissement vont largement améliorer la précision. Alors, comment ça se passe? Donc, voilà ce que c'est qu'un viseur de casque ici. C'est le viseur Thales, qui s'appelle Scorpion. Et avant cette technologie, on avait un viseur clair.
Alors, le gros problème du viseur clair, c'est qu'il est en face du pilote. Et le pilote pilote, et en même temps, il tire. Parce que c'est lui qui voit où il va, et c'est lui qui voit sa cible. Donc, c'est une charge de travail considérable. Et le gars qui est à côté, c'est le chef de bord, c'est le commandant de mission, et il ne fait que l'aider éventuellement à régler certains éléments et à l'assister. Mais c'est le pilote qui tire. Et donc, ça engendre une charge de travail importante. Avec un viseur de casque, ça permet éventuellement au commandant, au chef de bord de tirer, en tir préparé. On va voir comment. Alors, le système, il est constitué donc du casque, des bras d'armement, comme on voit ici. Ça, c'est sur un Fennec. Alors, dans ce bras, ici, derrière, on a des petits vérins qui permettent d'orienter ce support. Bon, le pod HMP 400, ici des roquettes, un pod canon, un système électro-optique. Alors, dans le système électro-optique, on va trouver une caméra télé couleur, une caméra infrarouge et puis un télémètre, à minima. Un missile RR éventuellement. Donc voilà les fournisseurs qui sont associés. Et puis le calculateur. Alors ça, ce système-là, c'est ce qu'on appelle H-Force. C'est le système qu'on a développé chez Airbus Hélicoptère sur les appareils qui sont en cours là, depuis une dizaine d'années. Et ça a été vendu à quelques pays. Alors là aussi, une petite vidéo pour illustrer cet élément. Donc là, on voit un 145. Alors, c'est des éléments qu'on trouve sur Internet. Hein. C'est du press release. Donc un 145, on voit qu'il vole au ras du sol le plus possible, dans les arbres, dans le terrain. On est équipé avec électro-optique, roquette et 7, une image infrarouge, voilà. Et le casque. Donc, roquette, pod 12-7, électro-optique. Là, il est monté sur sa trajectoire, il se met en tir fichant. Et donc voilà, une roquette qui est partie, il y en a d'autres. Et puis après un tir de mitrailleuse de la même façon. Donc là, on a le système H-Force qui est monté avec le calcul du but. Bon, il n'y a pas de vérin d'asservissement dans ce cas-là, mais ça permet donc de visualiser la façon dont les choses se font. Comment ça marche? Bon, ben, je vous en ai parlé, donc je vais passer rapidement. Voilà un exemple de symbologie. Alors, je vais vous montrer là aussi une vidéo qui est intéressante sur la symbologie. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut trouver. On va trouver le centre de référence du casque, la ligne, ce que voit le système électro-optique. Bon, un certain nombre d'informations, la télémétrie, le nombre de munitions qui peuvent rester, des indications sur la puissance, le manche collectif, ça c'est pour le pilotage, la vitesse. Et puis, où se trouve la cible et quelle est la tendance de l'appareil par rapport à la cible. Donc, c'est un indicateur d'orientation de l'appareil. Alors, ce casque-là est guidé parce qu'il faut que le système sache où est l'œil du pilote dans son environnement. Donc, c'est un système qui est fait par visualisation optique, c'est-à-dire que sur le toit, sur le plafond plutôt du cockpit, on va avoir des cibles. Et puis ici, on a des petites caméras qui, en permanence, recherchent où sont les cibles. Alors, il y a un étalonnage au départ. Et à partir de là, donc, ça permet de savoir où est la tête du pilote par rapport au centre de référence de l'appareil. Sur le Tigre, on avait un système qui était similaire, mais pas avec la même technologie. C'était électromagnétique, ce qui fait que chaque fois qu'on amène un objet métallique, ça perturbe l'environnement. Donc, c'est peut-être pas terrible. Et c'est en train de s'améliorer. Donc voilà, pour continuer, donc voilà l'exemple de casque sur le Tigre et de casque avec le système H-Force. Donc l'objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle du cross-resource management, c'est-à-dire d'avoir une collaboration de l'équipage. Donc chaque membre d'équipage a le même élément
et va voir les mêmes informations et va pouvoir discuter et interférer dans le cadre de la mission. Alors, quelles sont les solutions aujourd'hui chez Airbus Hélicoptère pour les différents moyens? Bon, ben, c'est ce qu'on a un petit peu vu. Du Fennec, du 135, on a vu la vidéo, du 145, on vient de voir une vidéo également, du Tigre. Donc là, on a des fonctions d'ARH, d'X-Star, donc un appareil entre 2 et 4 tonnes, du Tigre entre 4 et 6 tonnes, et puis des moyens plus lourds comme le 215 ou le 225M, Cougar. Et éventuellement, dans le futur, peut-être, puisqu'on a travaillé avec la Corée du Sud, un appareil qui est celui-ci, qui est le LAH, basé sur un Dauphin 155, sur lequel ils ont travaillé pour refaire toute la partie avant, avec des bras d'armement et puis un moyen électro-optique. Donc on travaille avec eux pour mettre au point ce système-là. La compétition, par contre, donc chez AgustaWestland, il y a aussi un nombre de plateformes assez important, 109, 169, 129, le Mangusta, qui est le compétiteur du Tigre, le 159, qui est la version suivante par rapport au Lynx, très bon appareil également, le 149. Chez Bell, le Bell 407 ou bien son évolution, qui était l'appareil ARH qu'avait initialement choisi l'armée américaine et qui s'est fait débouter en 2010 par là. Et ils n'ont toujours pas choisi. Ça ferait l'objet d'une autre présentation. C'est l'histoire de l'ARH américain qui est un petit peu longue. L'UH-1Y pour les Marines, qui est la version ultime de UI, l'appareil qui est violé au Vietnam, qui était monomoteur, celui-là est bimoteur. Et puis le Cobra ou le Super Cobra H1Z. Là où c'est malin chez Bell, c'est que ces deux appareils partagent le même ensemble dynamique. Rotor, BTP, transmission arrière, c'est la même exactement, et le porteur est différent, pour des missions différentes. Chez Boeing, il n'y a que deux appareils, ce qu'on appelle le Little Bird, qui est à l'origine un U-500, et puis l'Apache, qui est bien connu, qui fait 11 tonnes. Et puis chez les Russes, là aussi, on a plusieurs appareils, Mi-28, Mi-35, on a vu tout à l'heure, et Kamov 52, qui est un cas un peu particulier. C'est un birotor contrarotatif avec siège éjectable. Pour la petite histoire, c'est-à-dire les pales sont éjectées et ensuite le siège est éjecté. C'est des appareils qui sont en opération en Ukraine aujourd'hui, ceux-là, qui ont pas mal souffert apparemment. Et puis chez nos amis chinois, eh bien, on a deux types d'appareils. On a un appareil qui est dérivé du Panther, puisqu'ils ont acheté la licence du Dauphin et ils en ont fait un appareil armé. Et puis un appareil qu'ils ont développé qui s'appelle le Z10, qui est en opération que depuis pas très longtemps. Et enfin, donc, pour les Américains, donc, dans le cadre du projet ARH, ce qu'on appelle aujourd'hui FARA, le choix reste établi entre un Boeing Bell et un Sikorsky. Alors donc un hybride birotor hélice propulsive ou un hélicoptère plus classique qui ressemble un petit peu au Comanche des origines. Et donc la décision devrait être en 2023, normalement au mois de mai. Mais bon, si ce n'est pas reculé. Donc l'ARH aujourd'hui, ben, c'est des budgets limités, pour, à part les gros pays comme les États-Unis, ou la Russie ou la Chine qui a d'autres idées, hein, mais les pays les plus modestes en Europe en particulier, où les budgets sont limités. Donc c'est utiliser des plateformes existantes et les transformer, qui sont souvent civiles, et les transformer dans un moyen militaire. C'est typiquement ce qu'on a avec le 160 aujourd'hui. À l'origine, c'est un appareil civil, et puis les trois forces françaises nous ont demandé de développer une version militaire. Et puis un mix de missions, et puis dans le bien-pensant, aujourd'hui, on évite le mot armée. Donc, bon, c'est de la politique. Hein. Donc, il faut optimiser la plateforme. Et puis d'utiliser des moyens de reconnaissance et utilitaires qui peuvent avoir plusieurs fonctions. Donc, ça va être le cas de certains nombres de projets. Le projet TRUH, sur lequel j'ai beaucoup travaillé au Canada, c'est le remplacement du Griffon. Mais au Canada, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de sous.
ils ont mis tout leur budget dans le F-35. Donc les hélicoptères, c'est les parents pauvres. Le LAH, LCH en Corée, on en a parlé, le Fennec au Brésil, et puis d'autres pays de ce même type-là. Mais aussi, donc, dans cette même veine, on a le UH-72 aux États-Unis. On a vendu l'appareil qu'on appelle H-145 aujourd'hui, qui est l'UH-72B, et qui remplace 4 appareils. Que ce soit du Black Hawk, un appareil d'entraînement, le Bell 407 ou le Bell UI. Et puis, il y a le projet aujourd'hui du Royaume-Uni, le remplacement du Puma, du Bell 212, du Dauphin, de la Gazelle, par un appareil qui s'appelle NMH, sur lequel on est en compétition, et on verra ce que ça donne. Et puis, bon, pour la France, le H-160, comme je disais, donc, qui est le projet HIL pour l'armée de l'air, la marine et la LAT, avec un appareil qui aura différentes capacités de mission suivant l'utilisateur. À titre d'exemple, pour l'armée de terre, la LAT, le train est fixe. Il ne sera pas rétractable. Et les 3, d'ailleurs, ne seront pas pour les 3. Alors que la version civile, le train rétractable est électrique même. Donc l'ARH dans le futur, c'est utiliser des drones, plusieurs drones, ce qui va permettre d'avoir une vision stéréoscopique en 3D et d'avoir le retour d'informations vers un hélicoptère qui va guider les drones. L'avantage des drones, c'est la discrétion, d'être dans le terrain et d'avoir une endurance beaucoup plus importante qu'un équipage qui va fatiguer, qui peuvent être armés ou pas, mais sûrement multisenseurs, c'est-à-dire donc des caméras, des radars, des choses comme ça. Donc, comme je disais, qui peuvent être contrôlés par l'hélicoptère, donc c'est un contrôleur de mission en vol, en essaim, qui permet d'avoir une visualisation 3D, et qui peuvent être mélangés avec des plateformes plus lourdes, et d'opérer de la plateforme la plus lourde, d'opérer à ce qu'on appelle un stand-off, en zone beaucoup plus éloignée de la zone à risque. Et puis, pourquoi pas, utiliser des plateformes OPV, c'est-à-dire qui sont pilotées de manière optionnelle. C'est-à-dire un hélicoptère qui peut être soit piloté avec un équipage, soit qu'on envoie avec une mission automatique qui est pilotée à distance. Ça, c'est des choses qu'on a démontrées. Et pour les États-Unis, le futur de l'ARH ou de l'appareil armé en général, c'est le futur Vertical Lift, le projet FVL, et qui se traduit en français dans dénier l'accès et interdire les zones. Le A2AD. Avec type de plateforme, des drones, le fameux FARA, l'ARH futur, et puis les appareils d'assaut. Et donc, voilà la symbolique associée au projet US Army. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous. Merci pour cette très intéressante conférence. Et puis, à bientôt pour une autre, donc pour le FARA ou, Pour le FARA, oui. Ouais, pour le FARA. Oui, il y a toute une histoire à raconter parce que ça dure depuis juste après le Vietnam, en fait. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir comment l'esprit a évolué, comment le besoin a évolué, et aussi contraint par la politique et les budgets. Bien, merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Et puis à très bientôt pour une autre conférence.